Venez avec moi. Un PDG solitaire a trouvé une infirmière tremblante avec un bébé à un arrêt de bus, puis l'a ramené chez lui. Le vent transperçait les rues vides comme des couteaux. La neige tourbillonnait sous la lueur terne des lampadaires vacillants. Il était largement passé minuit, et le monde semblait s'être endormi, sauf elle. Émilie se tenait seule à l'arrêt de bus, ses pieds nus pressés contre le béton gelé. Le froid mordant lui rongeait la peau, faisant virer ses orteils pâles à une teinte rouge profond, presque violette. Ses bras serraient fermement un nouveau-né, emmailloté dans un ballot de tissu usé et fin. Les lèvres du nourrisson devenaient bleues. Elle tremblait de façon incontrôlable, sa respiration haletante, rapide et irrégulière. Ses cheveux blonds collaient à ses joues, humides de neige fondue et de larmes. L'une de ses chaussures gisait, inutile, à côté d'elle. La semelle s'était complètement arrachée quelques minutes seulement après qu'elle fût sortie de l'hôpital. L'autre chaussure tenait à peine à son pied. Les deux étaient trempés. Elle venait de travailler une garde de 16 heures, 2 gardes consécutives qu'elle avait acceptées, espérant gagner un peu plus d'argent, mais même cela n'était pas suffisant. Plus tôt, elle avait fouillé sa poche et n'y avait trouvé que 3 billets de dollars froissés et quelques pièces. Pas assez pour un taxi, pas assez pour une boisson chaude, pas assez pour quoi que ce soit. Quelques heures auparavant, son propriétaire avait glissé un dernier avertissement sous sa porte, payez ce qui est dû ou partez d'ici vendredi. Elle était assise sur le banc métallique froid de l'arrêt de bus désert, recroquevillant ses orteils dans une vaine tentative de les sentir. Elle berçait doucement le bébé, murmurant d'une voix tremblante, « Je ne connais même pas ton nom », dit-elle doucement d'une voix hésitante. « Tu étais juste là, comme si ce monde t'avait oublié, toi aussi. » Plus tôt dans la nuit, alors qu'elle marchait dans la ruelle derrière l'hôpital vers la rue principale, elle avait entendu un cri faible et désespéré. Il venait d'accent grave côté d'une benne à ordures. Elle avait failli continuer son chemin. Presque. Mais quelque chose en elle l'avait arrêtée. Elle s'était retournée, le cœur battant, et avait vu un ballot de couverture bouger à peine. En se penchant et en écartant le tissu, sa respiration s'était bloquée dans sa gorge. Un nouveau-né, minuscule, tremblant, la peau rougie par le froid, la regardait avec des yeux troubles, remplis de larmes. Personne ne devrait être laissé comme ça, avait-elle murmuré. Aucune hésitation. Elle avait pris le bébé et l'avait serré contre elle, essayant de lui donner la peu de chaleur qu'elle avait. Et maintenant, les voilà. Un bébé sans nom. Une infirmière sans nulle part où aller. Elle regarda autour d'elle dans la rue vide. Pas de voiture, pas de gens, aucun signe de vie. Le dernier bus était passé il y a des heures. Et même si un autre arrivait, elle n'avait pas de quoi payer le billet. La neige commença à tomber plus fort. De gros flocons humides se collaient à ses cils et fondaient sur son visage comme des larmes. Sa veste fine était déjà trempée. Elle l'enleva lentement, prudemment, et l'enveloppa autour du bébé. « Reste avec moi » murmura-t-elle, pressant l'enfant contre sa poitrine. « Reste juste avec moi, d'accord ?» Le bébé gémit, puis se tut. Elle commença à pleurer. Des sanglots silencieux et désespérés, étouffés par la tempête. Le genre de pleurs qui ne venait pas de la peur, mais de l'épuisement pur. Du poids de trop de jours sans repos, de trop de nuits sans espoir. Ses yeux se levèrent vers le lampadaire au-dessus d'elle. La lumière vacilla une fois, 2 fois, puis se stabilisa, projetant une faible lueur dorée sur le trottoir enneigé. Elle regarda le bébé, sa voix à peine audible maintenant. « Comment suis-je censé prendre soin de toi quand je ne peux même pas prendre soin de moi-même ?» Elle serra le bébé plus fort, le berçant doucement, lentement, comme une berceuse dans le silence de la tempête. Et sous ce lampadaire cassé, entouré de vent et de neige, Émilie était assise seule, pieds nus, tremblante, tenant une vie qui n'était pas la sienne, une vie qu'elle n'avait aucune idée de comment sauver. Et pourtant, la seule chose dont elle était sûre, c'était qu'elle ne le laisserait pas partir. La route s'étendait devant comme un ruban de verre noir, bordé de bancs de neige et d'arbres sans vie. À l'intérieur d'un SUV noir élégant, Alexander Pierce était au volant, ses doigts posés lâchement sur le volant, bien que son esprit fût loin de la route. Des lumières vives scintillaient dans son rétroviseur. Les rires, la musique, les verres en cristal résonnaient encore à ses oreilles du gala qu'il venait de quitter. Une célébration d'une autre fusion, d'un autre accord conclu, d'un autre succès à ajouter à la longue liste de réalisations qui, dernièrement, ressemblait plus à des éléments d'une liste de contrôle qu'à des victoires. Il ajusta le col de son manteau sur mesure, jeta un coup d'œil au siège passager vide, puis de nouveau à la route.
Une autre nuit, un autre retour à une maison qui résonnait trop. Alexander Pierce, au début de la quarantaine, l'un des plus jeunes PDG autodidactes du monde de la technologie, avait tout ce que la société disait qu'un homme devrait vouloir, richesse, reconnaissance, pouvoir. Et pourtant, même avec le monde à ses pieds, il avait l'impression de se tenir au bord d'une falaise, regardant dans le vide. La voix de sa mère lui revenait plus souvent ces jours-ci, surtout dans des moments comme celui-ci. Seul, conduisant dans le silence. Un jour, tu verras, le sens de la vie n'est pas dans ce que tu construis, mais avec qui tu le construis. Pas dans le succès, mais dans l'amour. Il hochait la tête et souriait quand elle disait de telles choses. Mais depuis qu'elle était décédée il y a 2 ans lors d'une période de bénévolat dans une maison de retraite qu'elle aimait, ces mots s'étaient enracinés dans son esprit, calme, persistant. Il cligna des yeux et ralentit en approchant d'un feu de circulation. C'est là qu'il le vit. Quelque chose d'inhabituel sur le trottoir près de l'arrêt de bus. Une silhouette bougeant à peine, recroquevillée sous la neige. Au début, il pensa que c'était peut-être un tas de vieux vêtements que quelqu'un avait jetés. Mais alors que ses phares balayaient l'abri de bus, la vérité se précisa. Une femme, jeune, pieds nus, tenant un bébé. Son cœur rata un battement. Les pneus crissèrent alors qu'il pilait. Le SUV dérapa légèrement avant de s'arrêter. Il regarda, figé un instant. Le bébé était serré contre la poitrine de la femme. Ses bras tremblaient. Ses cheveux étaient emmêlés de neige. Ses pieds, complètement nus, étaient recroquevillés sous elle sur le banc glacé. Le lampadaire au-dessus d'elle vacillait. Il ouvrit sa portière sans réfléchir, le vent giflant froidement son visage alors qu'il courait vers elle. Et, l'appelait-il, sa voix se serrant dans sa gorge. La femme ne répondit pas, ne bougea pas. Elle leva lentement les yeux écarquillés par la peur et l'épuisement. Sans un mot, Alexander ôta son épée par-dessus et s'agenouilla à côté d'elle. « Tiens, dit-il doucement, enroulant le manteau autour de ses épaules, le glissant autour du petit ballot dans ses bras. Vous gelez. » De près, il pouvait voir que la peau du bébé était d'une teinte bleue effrayante. Et la femme, elle tremblait si violemment qu'il pouvait entendre ses dents claquer. Il ne connaissait pas son nom. Il ne savait pas ce qui l'avait amené sur ce banc ni pourquoi elle était pieds nus dans une tempête de neige. Mais rien de tout cela n'avait d'importance à ce moment-là. Tout ce qu'il voyait, c'était quelqu'un qui n'aurait pas dû être seul. Et sans le savoir encore, il venait de prendre une décision qui changerait la vie de tous les trois pour toujours. Émilie tressaillit à l'approche de l'homme, ses bras se resserrant instinctivement autour du bébé, son corps se recroquevillant, protégeant l'enfant de l'inconnu. Ses grands yeux remplis de larmes rencontrèrent les siens un instant, pleins de peur, d'épuisement et de quelque chose de plus profond, le désespoir silencieux de quelqu'un qui était à court d'options. Alexander s'arrêta à quelques pas, levant la main lentement, doucement, comme s'il s'approchait d'un animal blessé. « Vous avez froid, dit-il doucement, sa voix calme mais bienveillante. Pourquoi êtes-vous assise ici ? » Émilie hésita, les lèvres tremblantes. Sa gorge était sèche, à vif à cause du vent. Elle ouvrit la bouche, puis la referma, incertaine de lui faire confiance. « Je ne suis pas sa mère, murmura-t-elle finalement, sa voix à peine audible au-dessus du vent. Je l'ai trouvée dans une couverture près d'une benne à ordures. Je ne savais pas quoi faire d'autre. » Alexander s'accroupit davantage, son manteau maintenant enveloppé autour de ses épaules, les bords flottant au vent. « Je ne demande rien, ajouta-t-elle rapidement. Je ne veux pas de votre argent ou de votre aide. J'avais juste besoin d'un endroit où m'asseoir. Un endroit où elle pourrait passer la nuit. » Sa voix se brisa. « Je pensais que je pourrais peut-être la garder au chaud assez longtemps pour que quelqu'un vienne. C'est tout. » Alexander la regarda, la neige se posant doucement sur ses cheveux sombres, fondant sur ses joues. Un instant, il ne parla pas. Il regarda le bébé, puis de nouveau la jeune femme devant lui, la saleté sur son visage, la peau à vif de ses pieds nus, la façon dont son corps tremblait, non seulement de froid, mais d'avoir porté trop de choses seul. « Je ne peux laisser personne demander la permission de faire ce qui est juste, dit-il, sa voix calme, mais résolue. Venez avec moi. » La respiration d'Émilie se bloqua. « Qu'est-ce que c'est ? Demanda-t-elle, surprise. « J'ai dit, venez avec moi, répéta-t-il. Laissez-moi vous emmener tous les deux dans un endroit chaud, un endroit sûr. » Elle secoua la tête, plus par instinct que par résistance. « Vous ne me connaissez même pas. Je n'ai pas besoin de vous connaître.
Sa main se tendit. Ouverte. Il ne la força pas, ne la demanda pas. Il attendit simplement. Pendant un long moment, aucun d'eux ne bougea. La neige tombait entre eux en flocons lents et lourds. La rue restait silencieuse, la ville inconsciente de ce qui se passait au bord d'un trottoir oublié. Émilie regarda sa main, puis le bébé, dont le petit visage était maintenant presque immobile contre sa poitrine, et de nouveau ses yeux. Elle n'y vit aucune pitié, aucun jugement, juste de l'humanité. Et quelque chose en elle, quelque chose enfoui depuis longtemps sous des couches de déception, de peur et de solitude, se pencha en avant comme une flamme tremblant vers la chaleur. Elle hocha la tête. Sans un autre mot, Alexander se pencha et la souleva, elle et le bébé, dans ses bras. Il fut prudent, les berçant comme s'ils étaient quelque chose de fragile, quelque chose de sacré. Émilie haleta légèrement à la chaleur soudaine, à la force de son étreinte, à l'absurdité de tout cela. Il les porta jusqu'au SUV et la plaça doucement sur la banquette arrière où la chaleur sortait déjà des conduits. Il enveloppa une autre couverture autour de ses jambes et ajusta le thermostat de la voiture. Le bébé remua faiblement dans ses bras, laissant échapper un petit cri pitoyable. Émilie caressa le front du nourrisson et se pencha en arrière, la tête reposant sur le siège. Pour la première fois depuis des heures, peut-être des jours, elle s'autorisa à expirer. Puis les larmes vinrent. Des larmes silencieuses, imparables, qui roulaient sur ses joues alors que la chaleur atteignait enfin ses os. Elle ne sanglota pas. Elle ne parla pas, mais son corps trembla de soulagement comme un ballon trop tendu, se dégonflant doucement dans la sécurité du calme. Alexander la regarda dans le rétroviseur. « Vous êtes en sécurité maintenant, dit-il doucement. Tous les deux. » Elle ne répondit pas. Elle hocha juste la tête à nouveau, serrant le bébé plus fort tandis que la neige dehors tombait plus drue et que le SUV avançait dans la nuit. Le SUV franchit les grilles en fer d'une grande propriété nichée à la lisière de la ville. Des arbres imposants bordaient la longue allée, leurs branches lourdes de neige, s'inclinant doucement dans l'air froid de la nuit. Au bout du chemin se dressait un vaste manoir en pierre, beau, majestueux et silencieux. Émilie cligna des yeux à travers la fenêtre, incertaine si elle rêvait. La chaleur de la voiture avait bercé le bébé dans un sommeil fragile dans ses bras. Elle retint son souffle comme si elle avait peur que parler ne rompe le sort étrange qui s'était abattu sur la nuit. Alexander sortit et fit le tour de la voiture. Il ouvrit la portière avec un soin silencieux. « Vous pouvez entrer, dit-il doucement. » Elle hésita, serrant le bébé plus fort. « C'est juste pour la nuit, ajouta-t-il. Vous avez tous les deux besoin de repos, c'est tout. » Toujours incertaine, toujours tremblante, elle hocha la tête et le laissa l'aider à sortir. Ses pieds nus touchèrent la pierre froide de l'allée une seconde seulement avant qu'il ne la prenne à nouveau dans ses bras, la portant jusqu'aux marches. Les portes d'entrée s'ouvrirent avant qu'il ne les atteigne. Un homme grand et âgé en costume sombre, sa posture parfaite, son expression illisible, se tenait là, attendant. « Bonsoir, monsieur Pierce, dit l'homme calmement, ses yeux jetant un regard curieux à la jeune femme dans ses bras. « C'est Émilie, dit Alexander, sans s'interrompre. Elle et le bébé ont besoin d'une chambre chaude. Appelez le docteur en lit. Qu'il vienne tout de suite. » Tout de suite, monsieur. L'intérieur de la maison était impeccable. Des sols en marbre s'étendaient sous des plafonds voûtés et des œuvres d'art modernes ornaient les murs. Tout était poli, immaculé et froid. Pas de photographie, pas de jouets, aucun signe de vie. Le regard d'Émilie parcourait les lieux tandis qu'il la portait le long d'un couloir. Elle se sentait petite dans l'immensité de la maison, comme si elle n'y appartenait pas. Il l'amena dans une chambre d'amis, chaude, faiblement éclairée, avec une cheminée déjà crépitante. Le lit était fait de draps frais, et un fauteuil à bascule avait été placé à côté, comme si la maison avait su ce dont elle aurait besoin. Alexander la déposa doucement. Elle le regarda, incertaine de ce qu'il fallait dire. Il lui offrit un sourire rassurant. Le médecin sera bientôt là. Il y a de la nourriture en route et des chaussettes chaudes si vous en voulez. Émilie baissa les yeux. Pourquoi faites-vous ça? Alexander ne répondit pas tout de suite. Au lieu de cela, il recula, les mains dans les poches, et la regarda s'installer dans la chaise avec le bébé. La lumière du feu projetait des ombres sur son visage, jeune mais marqué par la vie, et sur la façon dont elle berçait l'enfant comme si le bébé était son propre cœur. Il sentit quelque chose remuer dans sa poitrine, quelque chose de vieux et d'enfoui depuis longtemps. Il se souvint d'une autre pièce, une chambre d'hôpital il y a des années. Sa mère, pâle et souriante,
assise sur une chaise usée, aidant une vieille femme à manger de la soupe dans une tasse. Elle n'a pas de famille, lui avait-elle murmuré. Alors pour ce soir, je serai la sienne. C'était la dernière semaine de sa vie, un malaise soudain, une insuffisance cardiaque non diagnostiquée. Elle était morte en faisant ce qu'elle aimait le plus, servir les autres, tranquillement, doucement. Alexander n'avait pas pleuré à ses funérailles. Il était retourné à New York le lendemain et s'était enterré dans le travail, le succès, le contrôle, le bruit. Mais maintenant, dans le calme de cette pièce chaude, regardant une étrangère prendre soin d'un enfant qui n'était pas le sien, ce souvenir montait comme une marée. Sa gorge se serra. Il se retourna pour partir. « Reposez-vous bien, dit-il, sa voix plus douce maintenant. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, je serai au bout du couloir. » Émilie hocha lentement la tête, ses doigts effleurant la joue du bébé. Alors qu'il sortait et fermait la porte derrière lui, Alexander s'appuya contre le mur du couloir et regarda le sol. Quelque chose avait changé. Il ne savait pas encore quoi, seulement que pour la première fois depuis des années, le silence dans sa maison ne semblait plus si vide. Le soleil du matin filtrait doucement à travers les rideaux transparents de la chambre d'amis. Le feu s'était éteint il y a des heures, mais la pièce conservait encore sa chaleur. Émilie était assise dans son lit, le bébé reposant tranquillement sur sa poitrine, bien emmailloté dans une couverture fraîche que quelqu'un avait laissée pendant la nuit. On frappa doucement à la porte. Avant qu'elle ne puisse répondre, Alexander entra, portant 2 tasses de quelque chose de chaud. Il portait un simple pull et un jean, aucune trace du PDG raffiné qu'elle avait rencontré la nuit précédente. Il avait l'air humain, fatigué peut-être, mais bienveillant. « J'ai apporté du thé, dit-il, lui tendant une tasse. Émilie hésita, puis la prit d'une main, prenant soin de ne pas déranger le bébé. « Merci. » Il s'assit sur une chaise à proximité, laissant le silence s'installer un instant. Le seul son était le doux tic-tac d'une horloge murale et le léger gazouillis du bébé. « Comment va-t-elle » demanda-t-il, faisant un signe de tête vers le nourrisson. « Elle dort encore » répondit Émilie, sa voix douce. « Elle est au chaud maintenant. » C'est déjà ça. Alexander la regarda un long moment avant de reprendre la parole. « Je ne veux pas être indiscrète, dit-il doucement. Mais qui êtes-vous, Émilie ? » Elle fixa son thé un moment, puis posa la tasse sur la table de nuit. Ses doigts tripotaient le bord de la couverture. « Mon père est mort quand j'avais 6 ans, dit-elle finalement. Il travaillait dans la construction. Un jour, il n'est pas rentré à la maison, juste parti. Ma mère a fait tout ce qu'elle a pu, mais nous étions toujours à 2 doigts de tout perdre. » Elle fit une pause, déglutissant difficilement. Quand j'avais 10 ans, nous marchions vers un 2e emploi qu'elle avait pris. Elle me tenait la main. Il y a eu un conducteur qui n'a pas vu le passage piéton. Elle m'a poussé hors du chemin. Sa voix se brisa. Elle n'a pas survécu. Alexander ne dit rien. Il connaissait le genre de silence que le chagrin exigeait. J'ai été ballotté de parent en parent pendant un certain temps, continua-t-elle. Aucun d'eux ne voulait vraiment de moi. J'ai appris à me taire, à être serviable, à ne pas prendre de place. Elle laissa échapper un petit rire sans joie. J'ai intégré un bon lycée grâce à une bourse, puis une université d'État. Je travaillais la nuit à nettoyer des bureaux. J'étudiais dans le placard du concierge. Tout pour rester à l'école. Je savais que je voulais être infirmière. Pourquoi infirmière ? Demanda-t-il doucement. Ses yeux rencontrèrent les siens et pour la première fois, il y eut une étincelle de quelque chose de stable en eux. Parce qu'à 11 ans, je me suis cassé le bras dans une famille d'accueil. La femme qui m'a emmené à l'hôpital n'est pas restée, mais il y avait une infirmière qui l'a fait. Elle est restée avec moi tout le temps. Elle m'a tressé les cheveux pendant que nous attendions. Elle m'a dit que j'avais de l'importance. Elle sourit faiblement. Je ne me souviens pas de son nom, mais je n'ai jamais oublié ce que j'ai ressenti. Alexander baissa les yeux, ses mains reposant sur ses genoux. Il ressentit à nouveau cette vieille douleur, le visage de sa mère, sa voix, ses mains jointes sur une fiche à la maison de retraite, toujours à la recherche de quelqu'un qui n'avait personne d'autre. Je pensais que si je pouvais être cette personne pour quelqu'un d'autre, dit Émilie. Peut-être que tout cela aurait un sens. Il leva les yeux. Et maintenant, demanda-t-il. Votre travail ? Son expression s'assombrit. Ces derniers temps, c'est plus difficile. Coupe budgétaire, garde plus courte, salaire plus bas.
J'ai pris toutes les heures supplémentaires que j'ai pu. Je n'arrivais toujours pas à payer le loyer. Mon propriétaire m'a donné jusqu'à vendredi. Alexander sentit quelque chose se tordre dans sa poitrine. Je n'avais pas de plan hier soir, avoua-t-elle. J'ai juste entendu ce bébé pleurer et je n'ai pas pu m'éloigner. Puis elle le regarda, sa voix stable maintenant. Je n'ai pas d'argent, pas de famille, pas même un vrai foyer, mais j'ai un cœur qui ne peut ignorer un enfant laissé dans le froid. C'est tout ce que j'ai. La gorge d'Alexander se serra. Il se pencha en avant, sa voix à peine un murmure. Vous avez plus que vous ne le pensez. Émilie cligna des yeux. Vous avez du courage, dit-il. Et c'est rare. Les jours qui suivirent se déroulèrent comme les pages d'un livre tranquille et inconnu, doux, incertain, mais profondément humain. Émilie et le bébé restèrent au manoir, nichés dans ses coins tranquilles comme un rayon de soleil qui n'avait jamais touché certaines pièces auparavant. Bien qu'elle se répète chaque matin que c'était temporaire, chaque heure s'étirait plus longtemps que la précédente, maintenue par de simples gestes et un sentiment croissant de sécurité. Alexander ne lui demanda jamais de partir. Au lieu de cela, il apparaissait au petit déjeuner avec un sourire chaleureux et un sac de courses rempli de lait infantile et de minuscules chaussettes roses. Un après-midi, elle le surprit dans la pouponnière, nouvellement aménagée pendant la nuit, luttant pour attacher une couche à un ours en peluche, le front plissé et un livret d'instructions étalé sur le sol. Il leva les yeux, un peu embarrassé, et dit « Je pensais que je devais m'entraîner ». Émilie rit, vraiment rit. Pour la première fois depuis ce qui semblait être des années, ils commencèrent à partager leur repas dans la cuisine plutôt que de dîner séparément. Au début, c'était gênant. Elle était trop polie, trop prudente, incertaine où les lignes invisibles de classe et de circonstances étaient tracées, mais Alexander les effaça lentement, subtilement. Il lui posa des questions sur les soins infirmiers, sur le bébé, sur ce dont elle rêvait avant que la vie ne s'en mêle. Et quand elle lui posa des questions en retour, elle vit aussi quelque chose changer en lui. Des murs s'adoucissant, une solitude silencieuse refaisant surface. Un soir, alors que le vent hurlait contre les fenêtres et que la neige peignait les vitres, Émilie se tenait dans la cuisine, les manches retroussées, lui apprenant à faire une soupe au poulet à partir de zéro. Vous n'avez jamais coupé un oignon avant, le taquina-t-elle, le regardant cligner des yeux embués. Pas sans un chef personnel entre moi et un couteau, admit-il. Elle gloussa et tendit la main pour guider la sienne, et un instant, leurs doigts se touchèrent. Il ne retira pas sa main. Au moment où la soupe mijotait, ils étaient assis à l'îlot, riant de la farine qu'il avait accidentellement renversée sur lui, le bébé endormi dans un berceau à proximité. Et juste comme ça, cela commença. Non pas par de grands gestes, mais par de petits moments inaperçus. Ceux qui ne s'annoncent pas, mais laissent des échos bien après. Mais tout n'était pas que rire. Une nuit, le bébé se réveilla en hurlant. Émilie se leva du canapé, le cœur battant, se précipitant vers la pouponnière. Elle trouva l'enfant brûlant de fièvre, son petit corps mou et moite. « Oh non » murmura-t-elle, la voix brisée. Elle brûle. Alexander apparut derrière elle, composant déjà un numéro sur son téléphone. « J'aurai le docteur en lit ici dans 20 minutes. »« Non » dit-elle rapidement. « Nous ne pouvons pas attendre. Je dois l'emmener maintenant. » Il n'hésita pas. Il attrapa le sac à langer du coin, enveloppa le nourrisson dans des couches de vêtements et se tourna vers elle. Manteau, chaussures, allons-y. Le trajet jusqu'à l'hôpital fut un flou de feux rouges et de prières silencieuses. Émilie serrait le bébé dans la voiture, murmurant des mots apaisants à travers des dents serrées. Aux urgences, les médecins prirent le bébé immédiatement. Émilie se tenait devant les portes vitrées, les bras autour d'elle, fixant l'espace où l'enfant avait disparu. Alexander se tenait à ses côtés. « Elle est forte » dit-il doucement. « Elle ira bien. » J'aurais dû le remarquer plus tôt, s'étouffa Émilie. Quel genre d'infirmière ne détecte pas une fièvre? Vous l'avez détectée, dit-il fermement. Vous avez agi. Vous l'avez protégée. Elle se tourna vers lui, les yeux débordants. Je ne peux pas faire ça seule, murmura-t-elle. Vous n'êtes pas seul. Il lui prit la main. Elle le regarda, cherchant, craignant d'espérer, mais ne pouvant s'en empêcher. Alexander lui serra doucement les doigts. Nous sommes là-dedans ensemble maintenant. Les rumeurs commencèrent discrètement, juste des murmures au début. Quelques photos floues furent divulguées en ligne. Une image granuleuse d'Alexander Pierce dans une clinique pédiatrique.
Une photo d'une jeune femme blonde entrant dans sa propriété, un bébé dans les bras. Puis vinrent les titres, le PDG milliardaire joue à la famille avec une infirmière inconnue, femme mystérieuse et bébé abandonné, la vie secrète d'Alexander Pierce. Internet s'enflamma. Certains y virent une histoire d'amour touchante, d'autres un scandale, et le conseil d'administration de Pierce n'était pas amusé. Lors de la réunion trimestrielle suivante, le ton fut vif et clinique. Quelques-uns des membres les plus âgés du conseil refusaient même de regarder Alexander dans les yeux. D'autres se penchaient en avant, les mains jointes, les visages impassibles. « Nous avons examiné la couverture médiatique, dit l'un d'eux d'une voix sèche. Ce n'est pas bon pour notre marque. » Alexander resta silencieux à la tête de la table. « Vous avez droit à votre vie personnelle, » proposa un autre membre du conseil. « Mais associez le nom de l'entreprise à une femme d'origine incertaine et à un enfant sans lien légal avec vous. » « Ce n'est pas un scandale, » l'interrompit Alexander. Sa voix était calme, « c'est une infirmière et elle a sauvé cet enfant. » « Oui, dit quelqu'un, mais la perception est tout. Les investisseurs appellent déjà. » Puis vinrent les mots qu'il attendait, mais pas la douleur qu'il portait. « Si vous ne prenez pas clairement vos distances avec cette situation, nous recommanderons un vote pour vous destituer de votre poste de PDG et réaffecter le contrôle majoritaire. » En un instant, toute une vie de travail, sa réputation, son succès, son héritage étaient en jeu. Émilie n'avait pas eu l'intention d'écouter. Elle n'était venue dans le couloir que pour rapporter une couverture de bébé qu'elle venait de plier. La porte était entr'ouverte. Les voix étaient fortes et urgentes. Elle n'entendit pas tout, mais elle en entendit assez. Assez pour savoir qu'elle était un fardeau. Assez pour savoir que la vie qu'Alexander avait construite, l'empire sur lequel il se tenait, pouvait s'effondrer à cause d'elle. Cette nuit-là, après avoir couché le bébé, Émilie fit sa petite valise en silence. Elle ne laissa aucune trace de colère, seulement une note sur le comptoir de la cuisine, son écriture petite et régulière malgré les larmes qui brouillaient ses yeux. « Alexander, vous nous avez donné, à ce bébé et à moi, plus que quiconque. Un toit, de la chaleur, une chance de croire à nouveau. Mais je ne peux pas être la raison pour laquelle vous perdez tout. Vous appartenez à un monde dont je n'étais jamais censé faire partie. S'il vous plaît, ne me suivez pas. C'est ainsi que je peux vous remercier, Émilie. » Quand Alexander rentra tard cette nuit-là, la maison était trop silencieuse. La pouponnière était vide. Il vit la note et il courut. Pas le temps de réfléchir, pas de chauffeur. Il prit ses clés et conduisit. D'abord à l'hôpital où elle travaillait, puis à travers les rues enneigées de la ville, le cœur battant plus fort à chaque virage. Finalement, il la trouva au même arrêt de bus, sur le même banc cassé, avec la même tristesse silencieuse dans les yeux que la nuit de leur rencontre. Elle était assise, serrant le bébé contre elle, essayant de ne pas pleurer, essayant d'être courageuse. Alexander s'arrêta, sortit dans le froid et traversa le trottoir lentement. Elle leva les yeux, surprise. « Je vous avais demandé de ne pas venir, dit-elle, la voix brisée. » Il s'agenouilla devant elle, son souffle visible dans l'air. « J'ai lu votre note, dit-il doucement. Et j'ai réalisé quelque chose. » Elle le fixa, attendant. Si vous perdre signifie garder mon titre, ma réputation et tout le reste, alors je ne veux rien de tout ça. Ses lèvres s'entr'ouvrirent, ses yeux écarquillés. Il tendit la main, doucement, essuyant un flocon de neige du front du bébé. Ce soir-là, ce n'est pas moi qui vous ai sauvé, Émilie. C'est vous qui m'avez sauvé, et je ne vous laisserai pas partir. Puis il fit ce qu'aucun article ni titre ne pourrait jamais expliquer. Il tomba à genoux, enlaça la seule famille qui ait jamais compté, et murmura, « C'est mon monde maintenant, et il commence avec vous. » Un an plus tard, la neige tombait toujours, douce et légère, comme une amie familière. Mais cette fois, ce n'était pas une nuit de solitude ou de peur. C'était un jour d'amour. Dans le jardin derrière le manoir en pierre, sous des guirlandes lumineuses scintillantes tendues entre les branches nues des arbres, une petite assemblée se tenait dans une joie contenue. La neige fraîche embrassait le haut des chaises blanches, et l'odeur du cidre chaud flottait dans l'air vif. La mariée portait une simple robe ivoire, manches longues, ses cheveux blonds bouclés doucement sur ses épaules. Elle tenait un bambin potelé dans ses bras, emmitouflé dans un manteau bleu marine et un bonnet de laine. Il piaillait et gloussait tandis qu'elle lui embrassait la joue, ses rires résonnant comme des cloches. Émilie était radieuse, plus vivante que jamais. Alexander se tenait en face d'elle, souriant comme il n'avait jamais souri auparavant. Ses yeux ne la quittaient pas une seconde, pas même lorsque la cérémonie commença.
L'officiant était un garçon d'un accent grave peine 10 ans, debout fièrement dans un costume miniature, ses petites mains tremblantes un peu tandis qu'il tenait les fiches. Sa voix trembla au début, mais se raffermit à chaque mot. Des années auparavant, Émilie avait été l'infirmière qui lui avait sauvé la vie après un terrible accident de voiture. Il n'avait pas de famille à l'époque, mais maintenant il en avait trouvé une. Ce ne fut pas un grand mariage. Pas de caméra, pas de presse, juste les personnes qui comptaient, la gouvernante, le médecin de famille, quelques-unes des infirmières avec lesquelles Émilie travaillait. Même l'administrateur de l'hôpital qu'il avait autrefois ignoré dans le couloir vint avec des fleurs à la main. Ils regardèrent deux personnes échanger leurs vœux, non pas en tant que PDG et infirmière, mais simplement en tant que deux âmes qui s'étaient choisies. À travers la neige et la lutte, à travers le jugement et le sacrifice, ils étaient arrivés là ensemble. Des mois plus tard, ils étaient assis côte à côte sur une petite scène lors d'une interview télévisée. Derrière eux, le logo de leur nouvelle fondation brillait sur un écran géant, More Chance Foundation, là où l'espoir renaît. L'animateur se pencha en avant. Alors, qu'est-ce qui vous a inspiré tous les deux à créer cela? Alexander se tourna vers Émilie, silencieusement, l'invitant à répondre. Elle sourit doucement, ses yeux doux. Parce que parfois la seconde chance dont quelqu'un a besoin n'est pas pour soi-même, dit-elle. C'est celle qu'on donne, fit-elle une pause. À un enfant laissé dans le froid, à un étranger, à une vie qui n'était jamais censée avoir d'importance jusqu'à ce que quelqu'un dise qu'elle en avait. La fondation devint une bouée de sauvetage pour les femmes qui avaient été oubliées. Mères célibataires, bébés abandonnés, familles en difficulté au bord de l'abandon. Chaque semaine, des lettres arrivaient au manoir. Des histoires de survie, d'espoir restauré, de femmes qui virent l'histoire d'Émilie et crurent à nouveau. Elle n'a pas demandé à être une héroïne. Elle n'a jamais voulu qu'aider. Et maintenant, elle le faisait. Chaque jour. Le soleil se coucha bas dans le ciel, peignant la neige d'une lumière dorée. Dans l'arrière-cour du manoir, Alexander tenait le bambin dans ses bras. Émilie les rejoignit, les enlaçant tous les deux. Le vent était doux. Les arbres murmuraient. Derrière eux se tenait un grand panneau en bois sculpté avec soin, une fondation plus de chance, là où l'espoir renaît. Émilie s'appuya contre Alexander, sa tête reposant sur son épaule. Il la regarda, sa voix murmurante. Tu n'as pas seulement sauvé ce bébé. Il embrassa son front. Tu m'as sauvé moi aussi. La caméra recula lentement. 3 silhouettes dans la neige, baignées de lumière dorée. Non plus des étrangers, non plus brisés, juste une famille. Parfois la vie place les personnes les plus improbables sur notre chemin. Non pas pour nous tester, mais pour nous apprendre que l'amour, la gentillesse et les secondes chances peuvent fleurir même par les nuits les plus froides. Si cette histoire a touché votre cœur, vous a rappelé le pouvoir de la compassion, ou vous a simplement donné de l'espoir, n'oubliez pas de vous abonner à The Soul Steering Stories pour plus de récits émouvants comme celui-ci. Et si vous croyez aux histoires qui guérissent et inspirent, appuyez sur le bouton j'aime pour soutenir notre cheminement à apporter de la lumière au monde, une histoire émouvante à la fois. Jusqu'à la prochaine fois, restez bienveillants et ne sous-estimez jamais le pouvoir d'une chance de plus.